Bonjour et bienvenue dans la formation du SIBO-SIFO. On va regarder un petit peu tout ça au niveau du microbiote. Épidémiologie, on a 30 à 80% du syndrome de l'intestin irritable, 50% de maladies cœliaques et 90% d'intolérants au lactose. Physiopathologie, des mécanismes homéostasiques qui contrôlent les populations de bactéries ou de levures entériques sont perturbés. Dysfonctionnement de la motilité intestinale, donc c'est le complexe moteur migrant. C'est ce qui permet de faire avancer les selles. Donc, c'est un système de nettoyage qui va pousser les déchets bactéries pathogènes qui sont non digérés vers la sortie. Activité cyclique de l'estomac à l'iléon, après le broyage des aliments dans l'estomac, après la phase postprandiale. C'est pas le péristaltisme durant la digestion, c'est vraiment après que c'est digéré. On a les ondes lentes qui durent 40 minutes, un brassage et ondes lentes 40 minutes aussi, et le péristaltisme avec forte propulsion de l'estomac vers le sécom 30 minutes. Donc ça comprend tout ça, pas que le péristaltisme. Les causes d'un dysfonctionnement du complexe moteur-migrant, c'est la sclérodermie, le diabète, entéropathie post-radique, hypothyroïdie, frustre, prise de médicaments, gastroparésie post-chirurgicale, diabète, hypothyroïdie, Parkinson, sclérodermie, stress chronique. Et iatrogène, donc c'est anticholinergique, opioïdes, antidépresseurs non sérotoninergiques et les inhibiteurs de pompe à protons. Donc ensuite, le SIBO peut venir aussi de dysfonctions anatomiques. Les causes sont les sténoses, les adhérences, les tumeurs de l'intestin grêle, les diverticules duodénaux et jéjunaux, les séquelles d'une chirurgie abdominale, pseudo-obstruction de l'intestin grêle avec les radiations, la maladie de Crohn, résection gastrique, la sleeve. On a aussi les dysfonctions des sécrétions digestives, dont les causes sont la chlorhydrie, gastrite atrophique, inhibiteur de pompe à protons, vieillissement, stress, insuffisance surrénalienne. On va faire le test au bicarbonate de soude pour voir si vous avez assez d'acidité dans l'estomac. On a aussi l'insuffisance pancréatique biliaire. Pancréatite chronique exocrine, lithiase, cholestase, stéatose, hépatique, alcool. On a aussi les dysfonctions des mécanismes antibactériens, donc soit le long du tube digestif avec une répartition non uniforme des bactéries, soit l'intestin grêle proximal, donc c'est les bactéries Gram+ et aérobie facultative, ou l'intestin grêle distal avec les Gram- et anaérobie. Les causes, c'est toujours la chlorhydrie, insuffisance pancréatobiliaire, dysbiose, hyperperméabilité intestinale, des prises de médicaments, comme les antibiotiques, les corticoïdes, le contraceptif, une baisse de l'immunité, immunosuppresseurs, infection, âge ou femme enceinte. Voilà, donc ça, c'est les 4 principales causes au niveau du SIBO. Alors, quels sont les symptômes? On a les irritations, les ballonnements, les gaz, les douleurs abdominales, les malnutritions, diarrhée, constipation, nausées, vomissements, intolérance alimentaire, perte ou prise de poids, des douleurs articulaires, une fatigue chronique et des problèmes de peau et d'acné. Donc en fait, ça ne joue pas que sur l'intestin, ça va jouer aussi sur le corps. C'est quoi les conséquences du SIBO? Alors, c'est un excès de pathogènes de bactéries dans le grêle, donc ça augmente la consommation de carbohydrates, diminution de la capacité d'absorption dans les entérocytes, déconjugation des acides biliaires, une augmentation de la consommation de la vitamine B12 par les bactéries anaérobies. C'est pour ça que les gens qui sont carencés en B12, la cause, ça peut être un SIBO. Excès de pullulation, diarrhée, stéatorée, malabsorption des macronutriments, vitamines liposolubles et la B12. Flatulence, gaz, fermentation des carbohydrates. Et dans les autres conséquences, on a l'anémie mégaloblastique avec la carence en vitamine B12 qui est importante pour les globules rouges. La neuropathie périphérique, déficit en vitamine A avec un problème d'immunité et os, déficit en vitamine E, syndrome de l'intestin irritable, Parkinson. Voilà, donc il y a beaucoup de conséquences de ce SIBO. Comment on va savoir si on a un SIBO? On va utiliser les tests respiratoires. C'est ce que j'ai utilisé pendant mon mémoire de fin d'études. On va souffler dans un appareil. C'est une évaluation indirecte des gaz expirés à l'hydrogène qui correspond au glucose et au lactulose et au méthane CH4. Les résultats, si l'hydrogène est supérieur à 0, on a une pulsation proximale du grêle avec diarrhée et perte de poids. Si c'est le méthane qui est supérieur à 0, on aura une pulsation distale du grêle avec une constipation et une prise de poids. Une augmentation de la capacité des bactéries intestinales à digérer des glycanes spécifiques.
Mais la limite de ce test, c'est que l'intestin il contient d'autres micro-organismes, dont les archées, archéobactéries, qui se nourrissent d'hydrogène et qui produisent du méthane. Donc ça peut fausser le test. Et on n'a pas de centre de mesure du méthane, souvent c'est vraiment l'hydrogène qu'on le mesure. Donc la démarche diagnostique, on a des symptômes digestifs, les facteurs de risque, le test thérapeutique, le déficit en vitamines liposolubles, la B12, l'anémie, la carence en fer, hypoalbuminémie, amélioration après antibiotiques, et on a le test respiratoire. Donc c'est avec tout ça qu'on va pouvoir déterminer si on a un SIBO. Les prises en charge classiques. Donc arrêt des médicaments inhibant la motilité et les antiacides, le contrôle des maladies chroniques, l'hypothyroïdie, le traitement chirurgical des causes anatomiques, la réduction des sucres raffinés, du gluten, des FODMAP, alcool, et les antibiotiques. Donc ça, c'est ce qu'on fait classiquement. Donc les cibles de la prise en charge, ça va être de lutter contre la dysmotilité intestinale. On va utiliser le gingembre, le safran, le griffonia, acétyl-L-carnitine et la B5. Pour accélérer la vidange gastrique, on va utiliser le carrier, le fenouil, l'amande poivrée, le gingembre et la mélisse. Relancer l'activité pancréatobiliaire par le complexe enzymatique romarin, bol d'eau, artichaut. Éliminer les pathogènes, allicine, origan, cannelle, thym, berbérine, neem. On va contrôler le complexe moteur migrant grâce au contrôle nerveux, innervation extrinsèque et intrinsèque, sympathique et parasympathique. Le contrôle hormonal postprandial, la cholécystokinine et sécrétine, et entre les repas, la motiline. La motiline, c'est un facteur qui favorise la sécrétion avec l'acidification de la lumière intestinale, la pression luminale augmentée, sécrétion de la bile et enzymes pancréatiques. La motiline active la sécrétion de sérotonine, production d'acétylcholine, activité du complexe moteur migrant via le nerf vague. Effets comportementaux, effets sur le système nerveux central, effets gastro-intestinaux. Alors, particulièrement l'extrait de gingembre dans la motilité intestinale. C'est un carminatif, ça diminue la pression du sphincter inférieur de l'œsophage, ça diminue les crampes intestinales, la dyspepsie, les flatulences et les ballonnements. Très intéressant, ça augmente la vidange gastrique. Le 5-HTP et le péristaltisme, donc proximal, stimulation des récepteurs HT4, contractilité accrue. Distal, c'est les récepteurs 5-HT3, baisse de la contractilité, passage du bol alimentaire. Comment le stimuler naturellement? Grâce au safran qui est antispasmodique, diaphorétique, expectorant, stimulant digestif, sédatif, gingival. Ensuite, on va optimiser la production d'acétylcholine. L'ADMAE, méthylation, méthionine, choline. On va utiliser l'enzyme 4, vitamine B5 et acétyl-L-carnitine pour faire de l'acétylcholine. Donc on part de la choline pour l'acétylcholine. Donc ça va être important d'apporter de la choline dans l'alimentation. Comment booster le complexe moteur migrant? Grâce au gingembre et à la mélisse, qui module la signalisation de la sérotonine par une stimulation supplémentaire de 5-HT4 par la liaison du récepteur de type 3. Donc ça, c'est au niveau du système nerveux entérique qui favorise la vidange gastrique. Le safran, Griffonia, stimule les neurones entériques par l'activation des récepteurs TK-TT3. L'acétyl-L-carnitine et la vitamine B5 qui soutient la santé neuronale autonome et contribue au groupe acétyl pour la synthèse de l'acétylcholine, ainsi qu'à la neurotransmission des signaux favorisant la motilité saine. Donc, je vais vous expliquer la phase de remplissage de l'estomac. Donc, il y a une descente du bol alimentaire, une activation des mécanorécepteurs pharyngo-œsophagiques et une stimulation du nerf vague. On a un contrôle négatif sur le muscle gastrique proximal, relaxation des cellules musculaires pharyngiques, transfert du repas du fundus vers l'antre et l'évacuation des liquides. Ensuite, on a la vidange gastrique, donc la première phase liquide qui dure 20 minutes, la phase digestive 1 à 4 heures. Donc, ce qui est digéré en premier, c'est les glucides, ensuite les protides et ensuite les lipides. Et il nous reste le solide indigeste, les fibres. Et l'objectif, c'est que le bol alimentaire délivré, il soit délivré progressivement au niveau du grêle.
L'extrait de Kervik fume des prés. Ça stimule les sécrétions salivaires gastriques biliaires, ça facilite le péristaltisme. C'est un antispasmodique des muscles intestinaux anticolytiques, régularise le rythme cardiaque perturbé par les troubles digestifs et il est diurétique. Il est expectorant, galactogène et ménagique. Il est comme l'anis vert et le fenouil pour ça. L'amande poivrée, elle est antispasmodique, assouplit le muscle gastro-intestinal et réduit l'afflux de calcium dans le gros intestin et le jéjunum, car le menthol est inhibiteur de l'activité des canaux calciques. L'amande poivrée inhibe aussi les réponses induites par la dépolarisation du potassium et elle est stimulée électriquement dans l'île des Monts. Et un effet sur l'histamine, la sérotonine et les récepteurs cholinergiques dans le tractus gastro-intestinal et antiémétique. Diminution des symptômes abdominaux. Donc ça, c'est pour le syndrome de l'intestin irritable. Ensuite, la sécrétine et la cholécystokinine. D'abord, on a l'arrivée du chyme dans le duodénum et ça va libérer la sécrétine et la cholécystokinine. Ces deux hormones pénètrent dans le sang. La cholécystokinine au niveau du pancréas donne des sucs pancréatiques et des ions bicarbonate. Ensuite, on a la sécrétion de la bile dans le foie. Donc, la cholécystine ajoute sur la vésicule biliaire et la libération de la bile. Stimulation du pancréas par les nerfs vagues, le suc pancréatique et la contraction de la vésicule biliaire. Régulation des sucs pancréatiques dans le pancréas et duodénum. Donc, là, c'est des sucs riches en bicarbonate, ça pénètre dans la circulation sanguine, duodénum, chyme acide. Alors que la cholécystokinine, dans le pancréas, elle est riche en sucre, enfin, les sucs sont riches en enzymes, ça pénètre dans la circulation sanguine et le duodénum, chyme gras, riche en protéines. La bile est composée de liquide aqueux vert jaunâtre élaboré par les hépatocytes, les sels biliaires qui contient des sels biliaires à 80%, des pigments biliaires bilirubine, du cholestérol, des phospholipides, électrolytes et pas d'enzymes digestives. Le rôle, c'est la digestion et l'absorption des lipides, barrière antibactérienne, régulation de la production grâce donc à la sécrétion biliaire cholérétique, facteurs chimiques sels biliaires, facteurs hormonaux sécrétine, facteurs nerveux nerfs vagues, et évacuation biliaire, choladog. Stimulation du nerf vague pendant la phase cépalique de la digestion, grâce à la motiline et la cholécystokinine. Libération de la cholécystokinine par la présence de lipides dans le duodénum. Et on va avoir une ouverture du sphincter d'Oddi et une contraction de la vésicule biliaire. Le romarin est sécrétion digestive, donc il est cholérétique, choladog, carminatif, stimulation des sécrétions digestives, anti-ulcéreux. Il régule la sécrétion de sécrétine et la cholécystokinine, protection des hépatocytes, peroxydation et toxique, diterpènes, rosmarol et carnosol. Et la choline, c'est un régulateur des lipides au niveau du foie qui favorise la digestion. Le romarin, c'est un anti-inflammatoire qui joue dans les maladies inflammatoires chroniques intestinales. Donc c'est un bon remède. Comment on va éliminer les pathogènes? Donc c'est un protocole de 15 à 20 jours grâce à la berbérine, le NEM, l'huile d'origan pour un ciboule à l'hydrogène, allicine, NEM, l'huile d'origan pour un ciboule au méthane. Et on va utiliser aussi la cannelle et le thym. Donc l'origan, donc on a l'huile essentielle qui est riche en thymol et carvacrol, donc qui va être utile pour le candida, le staphylocoque, la fermentation au méthane. Il va être riche en phénol et en terpènes. Il a des propriétés anti-infectieuses, immunostimulantes, toniques, antiparasitaires, perméabilité intestinale. Les indications rhino, broncho, pneumonie, infectieuse et allergique, bactériémie, virémie, paludisme, amibiase, maladie tropicale, cystite, néphrite, dysentérie, diarrhée infectieuse et inflammation de terrain. Donc ça, c'est vraiment l'origan qui est très bien pour ça. Ensuite, on a le thym vulgaire à linanol, antibactérien, antiviral, antifongique, qui est utile dans les gastrites, les entérocolites. Extrait titré en allicine, donc dans l'ail, antibactérien et antifongique, extrait titré à 1% en allicine par jour. Ça, c'est très bien dès qu'on a une infection bactérienne. La cannelle de Ceylan, elle a des aldéhydes et des phénols. Ses propriétés antibactériennes, antifermentaires, antifongiques, antiparasitaires, toniques et stimulantes générales, hyperémiantes, fluidifiantes sanguines et hémanogogues.
Les indications, donc les infections, les leucorrhées, oligoménorrhées, impuissance masculine fonctionnelle, asthénie, dépression, amébiase, dysentérie bactérienne. Donc elle est très bien utilisée pour même, au lieu de mettre du sucre dans un gâteau ou quoi, on peut mettre de la cannelle, ça a des très belles propriétés. Ensuite, on a la berbérine qui est antibactérienne, anticandida, anti-inflammatoire, antioxydante, antidiabétique, protection des muqueuses intestinales, contre la fermentation à hydrogène, les germes gram négatifs et les levures. Sa dose est de 1 à 3 grammes par jour. Composés bioactifs et cibles d'action. Donc, pour lutter contre la dysmotilité gastro-intestinale, on va avoir des mécanismes comme le nerf vague, la motiline, la sérotonine, l'acétylcholine. Les composés actifs, ça va être le gingembre, le safran, acétyl-L-carnitine et la B5. Si on veut relancer l'activité pancréatique et biliaire, on va avoir une action cholédoque et cholagogue, activité enzymatique grâce au romarin, l'artichaut et les complexes enzymatiques. Là, vous avez vraiment tous les remèdes, hein. Si vous voulez accélérer la vidange gastrique, il va falloir utiliser des toniques, des stimulants, des antispasmodiques, des stomatiques, apéritives, carminatives. Donc on a le cargy, l'amande poivrée, le fenouil et le gingembre. Et si on veut éliminer les pathogènes, on va utiliser des antibactériens qui sont antiviraux, antifongiques, antiparasitaires, immunostimulants. Les composés actifs, on a l'origan, la cannelle, le thym extrait d'ail et la berbérine. Voilà, donc là, vous avez les principes actifs. Vous pourrez télécharger le PDF pour relire tout ça à tête reposée. Là, je vous ai vraiment dit globalement tout ce qui était important. Et après, il va falloir le personnaliser à votre problématique. Je vous remercie et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.